Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous d'actualité d'AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Voici une revue de presse qui revient sur les derniers sujets clés dans le monde bouillonnant de l'IA, le tout en moins de 10 minutes. If you think about what happened from GPT-3 to 3.5 to 4, it just got smarter. The field became known as artificial intelligence. Can machines really think? L'intelligence artificielle est-elle en train de devenir le pire ennemi de la recherche scientifique en voulant trop l'aider ? Dans un article du Monde, on apprend que certains forums spécialisés en mathématiques font face à un afflux inédit de démonstrations générées par des intelligences artificielles. Elles alimentent ce que certains chercheurs appellent désormais une forme de bouillie numérique, ou AI slope en anglais, avec des utilisateurs qui utilisent des chatbots pour générer des démonstrations de problèmes légendaires comme l'hypothèse de Riemann, mise à un prix de 1 million de dollars, et les soumettent à des chercheurs de renommée mondiale. Ce type d'annonce existe depuis longtemps. Des amateurs envoient régulièrement des preuves aux professionnels. Mais selon Patrick Massot, professeur à l'université Paris-Saclay, le rythme a changé. On serait passé de presque une par semaine à certains forums. Le problème, c'est pas seulement l'erreur, c'est l'illusion de validité. Ces démonstrations ont l'apparence du sérieux sans la substance. L'article cite plusieurs cas, des soi-disant chercheurs indépendants qui affirment que l'hypothèse de Riemann n'est plus une conjecture, ou encore des copier-coller incomplets issus de chatbots, ou même des discussions entières soutenues par un utilisateur qui semblait répondre à l'aide d'un chatbot sans rien comprendre du contenu. Résultat, perte de temps, agacement et modération renforcée pour ces forums. Ce que révèle cet article, c'est une tension très concrète. L'IA peut assister, accélérer, structurer, et certains contributeurs expérimentés l'utilisent et le disent. Mais lorsqu'elle devient un générateur massif de contenu non maîtrisé, elle déplace la charge vers ceux qui doivent vérifier. On parle souvent de l'IA comme d'un accélérateur de recherche. Ici, elle agit plutôt comme un multiplicateur de bruit. Et dans un domaine où la rigueur est absolue, ce bruit a un coût. Et si l'intelligence artificielle ne poussait pas les startups à pivoter, mais à se refonder ? Dans un article du New York Times, on découvre un nouveau vocabulaire qui s'impose dans la Silicon Valley, le refunding. Autrement dit, non pas un simple pivot stratégique, mais une refondation quasi existentielle de l'entreprise à l'ère de l'intelligence artificielle. Le terme est utilisé par plusieurs dirigeants. En juin dernier, Airtable a expliqué qu'au lieu d'ajouter des fonctionnalités IA à sa plateforme existante, l'entreprise avait vécu un moment de refondation. L'intégration de l'IA par défaut et un nouveau modèle de tarification. En octobre, Handshake a annoncé une nouvelle activité consistant à recruter des contractuels pour produire des données destinées à des modèles de langage. Là encore, le mot choisi est clair, on parle de refunding. Même discours chez Opendoor, dont le nouveau directeur général a affirmé vouloir refonder l'entreprise en mode logiciel et IA. Et ce n'est pas qu'un effet de langage. Parler de refondation permet de souligner que les décisions actuelles façonneront la prochaine décennie. Un pivot suggère qu'on corrige une erreur. La refondation, au contraire, renvoie à l'intensité et au moment d'un enjeu fondateur. Mais derrière la rhétorique, il y a des réalités plus dures. Handshake et Opendoor ont aussi annoncé des licenciements au même moment de leur refondation. Handshake a ainsi demandé à ses employés de revenir au bureau, 5 jours par semaine, en précisant que le rythme et le volume d'heures attendus seraient élevés. La refondation réactive l'énergie des débuts, mais aussi la culture du grind. Ce que montre cet article, c'est que l'IA ne se limite pas à transformer des produits numériques, elle pousse les dirigeants à se poser des questions existentielles. Dans quel business sommes-nous vraiment ? Comme le souligne John Iwata, enseignant à Yale, l'IA amène les dirigeants à revisiter les fondamentaux mêmes de leur activité. Le refunding devient alors un outil narratif puissant. Elle permet d'injecter ce fameux esprit start-up dans une entreprise déjà établie, sans repartir de zéro. Comme le dit la directrice marketing de Handshake, on ne peut le faire qu'une seule fois si on veut que les équipes y croient vraiment. Au fond, ce n'est peut-être pas seulement un phénomène de communication, c'est un signal. L'IA ne force pas simplement les entreprises à s'adapter, elle les oblige à redéfinir leur identité. Peut-on parler d'intelligence artificielle automatique quand des milliers d'humains cliquent derrière chaque modèle ? Dans un article du Monde, on découvre la réalité des petites mains de l'IA à Madagascar, ces annotateurs, travailleurs, chargés de qualifier les données qui entraînent les modèles. Le chiffre donne le vertige. Selon la Banque mondiale, entre 150 et 400 millions de personnes dans le monde vivraient de ces tâches d'annotation, principalement en Inde et en Afrique. À Madagascar, l'activité est devenue un secteur économique majeur. Des dizaines de milliers de personnes y travaillent, souvent diplômées, souvent jeunes, attirées par la promesse d'un emploi de bureau dans un pays où 75% de la population vit sous le seuil de pauvreté.
Alors concrètement, que font-ils? Daniel, ancien annotateur, passait ses journées à visionner des extraits de vidéosurveillance de magasins européens pour entraîner les logiciels de détection de vol. Moins d'une minute pour classer chaque séquence en vol ou suspect, sachant que 98% des cas étaient tout à fait normaux. Clic après clic, l'IA apprend. Clic après clic, lui dit se sentir abruti, sans perspective d'évolution. Son temps est surveillé par des logiciels et même les pauses sont comptabilisées. Quant au salaire, en moyenne entre 80 et 95 euros par mois. Alors certes, c'est plus que le salaire moyen local, estimé à 41 euros, mais cela reste, selon les travailleurs interrogés dans l'article, tout juste de quoi survivre. Les annotateurs les plus qualifiés peuvent atteindre environ 120 euros par mois. Pendant ce temps, les entreprises de sous-traitance facturent leurs services jusqu'à plusieurs milliers d'euros par profil et par mois. L'article du Monde souligne aussi un point structurel. Le secteur est largement contrôlé par des capitaux étrangers, notamment français. En 2024, plus de la moitié des entreprises d'annotation à Madagascar étaient détenues directement ou indirectement par des entrepreneurs français. Seulement 4 étaient malgaches. Ce reportage met en lumière une tension fondamentale. D'un côté, Madagascar se positionne comme un acteur stratégique dans la chaîne de valeur mondiale de l'IA, mais de l'autre, les conditions de travail décrites parlent d'organisation rigide, de productivité mesurée à la minute, de rotation importante des effectifs, et parfois de salariés non déclarés. Ce que rappelle cet article, c'est que l'IA n'est pas un enjeu technologique, c'est aussi une chaîne de sous-traitance mondiale avec des rapports de force économiques. Derrière les modèles que l'on qualifie d'intelligents, il y a des humains qui regardent, classent, décrivent, et dont le travail reste largement invisible. Peut-on droguer une IA pour la rendre plus créative? Sous cette question a priori absurde, se trouve un article d'Uzbek Erika qui relate une initiative plutôt provocante, Farmeisai, une boutique en ligne lancée en octobre 2025 par un entrepreneur suédois. Le concept, vendre des modules de code baptisés MDMA, DMT ou cocaïne à téléverser dans des modèles de langage comme ChatGPT pour les rendre soi-disant plus créatifs. Il ne s'agit évidemment pas de substances illégales, mais de fichiers qui modifient certains paramètres internes des modèles. L'entrepreneur part d'un constat simple. Il juge les réponses des IA trop sages, trop génériques, trop optimisées. Selon lui, à force de vouloir les rendre plus sûrs et fiables, on a lissé leur potentiel créatif. Alors techniquement, que font ces modules? Ils jouent sur ce qu'on appelle la température. C'est un paramètre qui augmente le niveau de hasard dans les réponses. Plus cette température est élevée, plus le modèle explore des associations improbables. Résultat, des réponses plus libres, plus surprenantes, mais aussi un risque accru d'erreur et d'hallucination. Mais pour plusieurs chercheurs, l'effet reste superficiel. Andrew Smart, chercheur chez Google, estime que cela perturbe les résultats sans transformer le raisonnement du modèle. Même analyse du directeur de recherche au CNRS Sébastien Konieczny, ces modules n'altèrent pas la structure du raisonnement, mais seulement le ton, le style ou la forme. Autrement dit, parler d'IA créative serait déjà un abus de langage. Les modèles produisent du texte à partir de paramètres statistiques. Ils ne ressentent rien, ne comprennent rien et ne veulent rien. Et pourtant, c'est peut-être là le cœur du sujet. En parlant de droguer une IA ou de libérer l'esprit de votre agent d'IA, Pharmaceae nourrit un imaginaire puissant, celui d'une machine qui aurait une conscience, une subjectivité et un état mental. Les chercheurs mettent en garde contre cette anthropomorphisation, notre tendance à attribuer des intentions à un programme qui imite le langage humain. Au fond, cette histoire dit quelque chose de plus large. Nous ne voulons plus seulement des IA efficaces, nous voulons qu'elles nous surprennent, mais plus elles nous surprennent, plus nous sommes tentés d'oublier qu'il ne s'agit que de modèles de calcul. Une voiture autonome immobilisée parce que quelqu'un a oublié de fermer la porte. Dans un article de TechCrunch, on apprend que Waymo, la filiale d'Alphabet, spécialisée dans les véhicules autonomes, fait appel à des livreurs DoorDash pour fermer les portes restées ouvertes de ces véhicules sans conducteur. Le problème est simple, si un passager laisse la porte entrouverte, le véhicule ne peut plus repartir. Il devient inerte, impossible d'enchaîner les courses. Pire, la voiture peut bloquer la circulation. À Atlanta, aux États-Unis, Waymo teste donc un programme pilote. Des livreurs DoorDash, situés à proximité, reçoivent une notification leur proposant quelques dollars pour aller fermer la porte. Une fois l'action vérifiée, une prime supplémentaire est versée. Waymo et DoorDash ont bien confirmé que cette pratique est réelle. Et là, le contraste est vraiment saisissant parce que Waymo vient de lever 16 milliards de dollars pour accélérer son expansion internationale. L'entreprise opère déjà dans 6 villes. Et pourtant, dans ce futur sans chauffeur boosté à l'intelligence artificielle, l'intervention humaine reste indispensable pour un geste aussi basique
que refermer une portière. Ce n'est pas la première fois que Waymo externalise ce type d'assistance. À Los Angeles, l'entreprise collabore avec Honk, une application de service de remorquage, et certains utilisateurs ont été rémunérés jusqu'à $24 pour fermer une porte. Waymo précise que ces futurs véhicules intégreront un système de fermeture automatique. Mais pour l'instant, ce sont les travailleurs de la gig economy qui assurent ce maillon manquant. Cette histoire peut sembler anecdotique, elle dit pourtant quelque chose de fondamental. L'autonomie technologique n'élimine pas toujours le travail humain, elle le reconfigure, et pas toujours pour le mieux. Derrière l'image d'un système entièrement automatisé, il subsiste encore des dépendances très concrètes. La voiture est autonome, la portière, pas encore. Ainsi s'achève notre tour d'horizon de l'actualité IA. Ne manquez pas le prochain épisode chaque dimanche en français sur cette chaîne ou alors en anglais sur la chaîne AI Experience in English pour des interviews d'experts au cœur de la révolution IA. Évidemment, je compte sur vous pour 5 étoiles si l'épisode vous a plu. À très vite.